Écoutez, en tout cas, merci d'être venu. Et puis, merci aux gens aussi qui suivent la présentation du jeu en direct donc, sur YouTube. Donc aujourd'hui, nous sommes à Strasbourg pour présenter un jeu vidéo pédagogique dans la vie du Grand Hamster en Alsace. C'est un jeu donc, qui a été créé dans le cadre du projet Life Alistair. Donc Alistair, c'est pour la sauvegarde du Grand Hamster. Ce projet est un projet Life. Donc en fait, il bénéficie de financement de l'Union européenne. Il est porté par différents partenaires, dont vous voyez la liste ici. Alors le CNRS, la Chambre d'agriculture d'Alsace, l'ONCFS, le GEPMA, Actéon et la région Alsace qui est également coordinatrice du projet. Donc pour expliquer le fonctionnement de ce jeu et les enjeux de ce jeu, nous avons aujourd'hui le GEPMA qui est un des partenaires du projet Life Alistair et qui est plus particulièrement en charge de la sensibilisation du grand public. Donc je vais laisser la parole à Julie Roux, qui est chargée de mission GEPMA. Et ensuite, nous aurons Yves Hendrick, qui a une double casquette, à la fois administrateur au GEPMA et également chargé d'études au CNRS. Très bien, je vous laisse présenter le jeu dans la peau du Grand Hamster en Alsace. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, comme Valérie vous l'a dit, moi je travaille au groupe d'études et de protection des mammifères d'Alsace, donc le GEPMA. C'est une association régionale d'études et de protection de l'environnement et plus particulièrement des mammifères sauvages. Donc, nous sommes partenaires du projet européen Life Alistair en faveur du Grand Hamster. Alors le Grand Hamster, il s'agit d'un rongeur sauvage que l'on va pouvoir trouver, voilà une petite photo, en Europe et en Asie, qui est protégé, qui est malheureusement en voie de disparition en Europe de l'Ouest et notamment en France. Donc quand je dis en France, eh bien, la seule région où on va pouvoir trouver ce petit animal va être l'Alsace. Donc c'est pourquoi nous souhaitions participer au projet Alistair et travailler sur le volet notamment de sensibilisation pour faire connaître cette espèce. Donc nous souhaitions mettre en place des outils pédagogiques qui n'existaient pas forcément et qui susciteraient un certain intérêt notamment auprès des enfants. Et après de longues réflexions, nous sommes arrivés à la conclusion que la création d'un jeu vidéo serait une bonne idée, surtout qu'actuellement, il y a beaucoup d'enfants qu'on voit jouer sur des tablettes, jouer avec les smartphones de leurs parents. Voilà, donc aux côtés d'un prestataire, nous avons travaillé plus d'une année et nous sommes heureux de vous présenter aujourd'hui ce jeu dans la peau du Grand Hamster en Alsace. Je vais vous présenter donc un petit peu le principe du jeu. Donc le joueur va incarner un grand hamster qui se réveille après l'hibernation. Donc le hamster est un animal qui va passer tout l'hiver à l'abri dans son terrier. Et ici, vous avez la page d'accueil du jeu vidéo lorsque vous vous connectez. On arrive dans le terrier du hamster, on le trouve endormi. Mais bon, il va falloir le réveiller parce que c'est le printemps et il va y avoir plein de choses à faire. Donc le but principal du joueur, ça va être d'explorer le territoire et de récolter de la nourriture. Et cette nourriture, il va devoir après la rapporter à son terrier pour faire une provision pour pouvoir passer tranquillement l'hiver prochain. Donc là, vous avez un petit exemple par exemple avec des escargots, ici du blé. Voilà, donc après, ça c'est le but principal, récolter la nourriture dans un temps imparti. Évidemment, si on s'était contenté juste de ça, ce serait un petit peu trop facile pour le joueur. On a donc intégré différentes difficultés. Alors le joueur pourra choisir de différents niveaux, de simple, moyen et difficile, et fera face à différentes difficultés, du coup à différentes menaces. Plus le hamster va se balader et plus il a des chances de rencontrer des dangers. Donc là, vous allez voir apparaître le premier danger. Ça va être un prédateur. Voilà, on le voit ici, le renard.
Donc le joueur, évidemment, il devra courir le plus vite possible, aller se cacher dans son terrier ou dans certaines cultures pour ne pas se faire grignoter. Et sinon, bah voilà, dommage, le niveau est fini, on retourne au début. Et il a plusieurs vies, quoi. Et il a plusieurs vies, bien sûr. Hein. C'est pas parce que vous faites manger que vous êtes mort définitivement, sinon le jeu n'aurait pas d'intérêt. Voilà, on a intégré aussi d'autres difficultés. Par exemple, on a mis le facteur humain. Alors, si la vidéo vient juste après, on va rencontrer par exemple, des engins agricoles. Donc, les engins agricoles, c'est tout de même une grosse perturbation pour le hamster. Hein. Par exemple, au niveau sonore, ça peut détruire son terrier. Et puis, dans le jeu, ici, il se fait écraser. Hein. Donc, on a voulu en fait rendre ce jeu le plus réaliste possible. C'est-à-dire que le joueur va évoluer dans un environnement qui se rapproche au maximum de l'environnement d'un vrai hamster ici en Alsace. Donc on a essayé vraiment de calquer au maximum la réalité. Voilà, là, le tracteur, dommage, on retourne au début. Et on ne souhaitait pas non plus que le joueur joue simplement pour jouer. On voulait qu'il apprenne des choses. Donc en fait, on espère que ce côté réaliste va aider, parce que déjà rien qu'en se baladant, il découvre vraiment ce qu'est la vie du hamster. Et on a également intégré différentes petites informations tout au long du jeu, ainsi que des fiches pédagogiques. Donc là, vous avez un exemple sur l'alimentation, hein, c'est quand même le but du jeu. Donc qu'est-ce que le hamster mange tout au long de sa vie? Ou alors après, il me semble qu'il y a une petite fiche sur les prédateurs. Voilà, donc on a gardé tout au long du jeu, du début à la fin, cet aspect ludique, cet aspect éducatif, que le joueur apprenne tout en s'amusant, avec un lien toujours avec le projet Alistair. Et du coup, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur tout cet aspect scientifique, je vais laisser la parole à Yves, qui va vous en dire un peu plus. Ok, j'allais dire vraiment les choses importantes. Donc, effectivement, pour les enjeux du hamster, je pense que l'un des premiers, c'est ce qu'on pense au niveau du JEPMA, c'est que le public veuille le défendre chez nous en Alsace, ce hamster. Et donc, pour que le public le défende, il faut mieux le connaître. Et ça passe, on le pense, par les jeunes. Hein. Donc ça, c'est quand même une notion importante. Et on est, je pense, assez original aussi, des jeux vidéo basés sur un objectif de connaissance de la biodiversité. Je pense que c'est quand même assez original. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, au travers de ces fiches et puis de cette action où on se met dans la peau du hamster, on découvre sa biologie, hein, on découvre que c'est une espèce qui hiberne, qui donc doit stocker des réserves avant l'hiver, qui un régime particulier, plutôt omnivore, pendant l'été, qu'il est assez jeune et plutôt granivore à l'automne. On découvre qu'ils ont des problèmes, évidemment. Hein, c'est une espèce de petite taille, donc ils ont des prédateurs. On peut découvrir lesquels. On voit dans le jeu des prédateurs aériens, des buses notamment, ou des renards. Je pense on espère que faire participer plus le public et le jeune public à la connaissance d'une espèce qui est en danger. Hein. On sait que peu d'Alsaciens savent que le gros hamster, il n'y en a qu'en Alsace, que c'est une espèce en danger. Et puis derrière, cette espèce, elle représente finalement, on parle d'espèce parapluie, c'est-à-dire qu'elle représente un milieu qu'il faut protéger. Et ce qui nous intéresse particulièrement dans le cadre d'Alistair, j'en parlerai plus après dans les différentes composantes et les différentes instances qui travaillent au sein de ce projet, c'est l'idée fondamentale que si on travaille sur le hamster, ce n'est pas tant pour l'espèce hamster, puisque vous allez en Russie, il y en a beaucoup de hamsters, du gros hamster. On appelle aussi le hamster d'Alsace, mais il y en a des populations encore très importantes dans l'Est. Mais c'est plutôt essayer de montrer qu'on peut faire une agriculture où cette espèce, qui avant était florissante, peut continuer à vivre, peut continuer à se développer. C'est donc protéger tout un milieu et toutes les espèces associées, mais c'est aussi montrer qu'on peut vivre, vous allez le voir avec les enjeux, notamment pollution, etc., qu'en essayant de faire revivre de façon saine ces populations, on permettra peut-être à l'agriculture d'être meilleure aussi pour l'homme. Donc,
Les enjeux du hamster, en fait, on peut les décliner, je me suis fait un petit point de baisse pour ne pas les oublier, mais on peut les décliner en deux grandes facettes, hein. Il y a l'enjeu, on va dire, alimentaire et lié aux cultures. Donc c'est une espèce qui vit dans les champs, qui est directement impactée par l'agriculture actuelle. Donc vous savez, monoculture, maïs, et cela va intervenir à plusieurs niveaux. D'abord, ça va intervenir sur le cycle de vie du hamster qui doit faire une bonne hibernation pour bien se reproduire et qui doit bien se reproduire et avoir beaucoup de jeunes pour supporter la pression de prédation. Et donc, on travaille au sein d'Alister sur la problématique qualité de la nourriture. On compare le maïs, le blé par rapport aux apports nutritionnels. Et par exemple, au CNRS, il y a toute une action qui est portée sur essayer de mieux comprendre pourquoi dans le maïs le hamster pourrait avoir des problèmes. Alors d'une façon générale, il y a l'aspect pollution, hein, les pesticides, les produits phytosanitaires dont on sait qu'ils vont impacter pas forcément le hamster directement, on n'en a pas encore une preuve formelle, mais toute la biodiversité. Ça mange des insectes, ça mange des escargots, ça mange des limaces. Et on sait que les herbicides et tous ces produits phytosanitaires diminuent la biodiversité et donc l'alimentation du hamster. Mais aussi plus spécifiquement, on est en train de travailler en captivité donc sur le régime du hamster et on s'aperçoit qu'il pourrait y avoir des carences vitaminiques selon que cet animal il mange plutôt du maïs ou plutôt d'autres graminées. Le deuxième enjeu lié à cette agriculture qui s'est beaucoup modifiée, c'est l'aspect couverture et le fait que maintenant en Alsace, pendant une grande partie de l'année, notamment au printemps quand il sort de son terrier, ou à l'automne quand il faut qu'il prépare et accumule beaucoup de réserves pour son hibernation, les sols sont nus. Alors c'est une double problématique, il ne trouve pas la nourriture qui lui est indispensable et deuxièmement, il est beaucoup plus soumis à la prédation, et notamment par les renards. Alors ensuite, il y a un autre grand enjeu, c'est celui de la fragmentation du paysage. La fragmentation du paysage, il ne faut pas penser que les routes. En fait, la fragmentation du paysage, ça commence par un problème qui est vraiment majeur, pas qu'en Alsace, qui est la taille des parcelles agricoles. Depuis des années, les tailles des parcelles agricoles augmentent. Avec le remembrement, ça a été un coup très dur, mais ça continue. C'est un phénomène qui continue. Et ça, un hamster, une femelle hamster, son terrier, ça va chercher la nourriture à 20 mètres autour du terrier. Et s'il est dans une parcelle qui fait 40 mètres de large sur 500 de long, elle va se retrouver incapable d'aller trouver d'autres types de nourriture que celle qui est dans ce champ. Donc monoculture plus parcelle trop grande provoque une espèce de fragmentation du paysage, l'animal étant obligé d'aller plus loin avec les dangers que représente aller plus loin et prédation. Et puis il faut qu'il découvre un nouveau territoire. Éventuellement, il s'endort en automne dans un champ favorable, il a choisi d'aller dans du blé, et puis le printemps, quand il se réveille, c'est du maïs. Et avant que ce soit du maïs, c'est tout nu. Et le deuxième aspect de la fragmentation sur lequel on travaille, c'est celui des routes. Hein. Vous savez, en Alsace, notamment dans la plaine, il y a beaucoup de routes, éventuellement de plus en plus. Je fais allusion à certains projets. Et pour essayer d'éviter cette fragmentation des populations, l'Alsace a beaucoup investi dans la pose de passages à faune. Et là, c'est un des aspects qui est aussi évoqué dans le jeu, hein, c'est de montrer que pour passer une autoroute, le hamster peut utiliser ces petits passages à faune sur lequel il y a un projet spécifique dans la Alister dont je m'occupe, qui est particulier. Là, en fait, il se fait manger en sortant du passage à faune. Mais on s'est rendu compte, en suivant avec des caméras et des appareils photo les passages à faune, que des animaux se spécialisent pour attendre les rongeurs dans ces passages à faune. Et oui, la faune sauvage, elle s'adapte. Et éventuellement des chats aussi, hein, qui vont se mettre à l'entrée des passages à faune et puis ils attendent tous les micro-mammifères qui passent. Alors évidemment, quand on sait combien coûte
un de ces systèmes et qu'on connaît la rareté du hamster, ben, ce serait dommage d'avoir les quelques rares hamsters qui passent ces passages pour aller de l'autre côté, se faire tuer. Et donc, dans le LIFE, il y a un projet spécifique qui est essayer d'améliorer les passages à faune pour augmenter l'attractivité des passages à faune pour les hamsters et éviter la prédation dans les passages à faune. Donc, on développe en conditions de captivité ou en semi-captivité dans des enclos qui ont été construits des part et d'autre d'un passage à faune que vous voyez là, des expériences pour tester différents systèmes qui sont posés dans les passages à faune. Hein. Pensez à un petit tunnel dans le passage à faune qui a juste le diamètre d'un hamster avec des ouvertures latérales. Ben, s'il est poursuivi dans le tunnel, il peut s'échapper latéralement dans ce petit tuyau, alors que sinon, évidemment, il se fait attraper par le prédateur. Et là, donc, on a développé un enclos qui est adossé des deux côtés d'un passage à faune, équipé, vous voyez les câbles bleus, là, il y a des antennes qui permettent de détecter le passage de tout hamster, les hamsters ayant été équipés de petites puces électroniques, et où on étudie en ce moment la façon d'améliorer ces passages à faune. Alors, j'en viens à l'aspect plus formel de la recherche qui est menée dans le cadre de Life à Lister. Et normalement, il y avait une illustration avec une cage, je crois. Donc, dans le jeu, on voit par moments le hamster qui se font piéger par une cage. C'est une cage à vocation recherche scientifique, mais évidemment, le hamster, lui, il se retrouve pendant ce temps, il est piégé la nuit. Il ne peut plus aller se nourrir, donc dans le jeu il va perdre du temps et le joueur doit essayer de sortir de la cage le plus vite possible. Mais dans la réalité, nous on espère que ça va être positif pour le hamster. Et donc il y a des campagnes menées, notamment sous la responsabilité de l'ONCFS, pour essayer de mieux étudier la population des hamsters qu'on relâche. Parce qu'en fait, je pense que vous savez qu'il y a tout un programme de renforcement des populations qui est basé sur des élevages en captivité, qui sont menés par le CNRS et différentes associations. Et une partie de ces hamsters sont relâchés pour renforcer les populations. Et là, l'ONCFS se charge, dans le cadre de projets de longue durée sur le hamster, ça s'appelle le plan d'action hamster, mais aussi dans le cadre d'Alister, pour mieux connaître la biologie du hamster et ces hamsters relâchés. Et donc, on les capture. On fait des manips où on les mesure pour mesurer leur croissance, où on les pèse, où éventuellement on fait des prises de sang aussi pour essayer d'établir l'état sanitaire de ces populations, relâchées ou sauvages. Et donc ça, c'est un des pans de la recherche qui est faite associée pour l'ONCFS à la grosse partie qui est se relâcher tous les ans de quelques centaines de hamsters dans des zones qui ne sont pas forcément favorables et où on essaye de suivre leur survie. Alors un des deuxièmes aspects du programme LIFE, qui est fait par la Chambre d'agriculture, et je pense que c'est vraiment le cœur du projet, c'est d'essayer d'innover dans des cultures alternatives pour permettre aux hamsters de vivre dans des milieux plus favorables sans diminuer de façon radicale les rendements. Et ça, c'est vraiment extrêmement enrichissant parce que les différentes, le CNRS, le GEPMA, la Chambre d'agriculture et l'ONCFS travaillent ensemble sur des parcelles expérimentales. Alors le principe, l'idée, c'est d'essayer de produire des végétaux qui sont plus adaptés à l'alimentation du hamster, qui vont permettre une plus grande biodiversité, et puis surtout qui vont permettre le maintien d'un couvert tout au long de l'année. Et une des idées, c'est d'alterner dans l'espace, dans un champ, des semis de graminées ou de blé et de plantes favorables, notamment des légumineuses, trèfle, etc. Alors bon, à l'agriculteur, on lui dit ça, il dit non, ça va diminuer le rendement de mon maïs ou de mon blé. Et ben, on fait des études là, expérimentales en plein champ pour essayer de voir comment ça pourrait marcher, sachant que derrière, à long terme, on va avoir une amélioration des sols, on va voir arriver plus de lombriques,
Et donc ça peut être rentable à long terme pour l'agriculteur. Et sur ces champs, on regarde avec, notamment c'est le GEPMA qui s'occupe de ça, les conséquences sur l'augmentation de la diversité dans ces cultures innovantes. Et avec l'ONCFS, s'il y a plus de hamsters qui vont se reproduire et survivre. Et puis enfin, au CNRS, on fait des recherches spécifiques ou sur les passages à faune, je vous en ai parlé, et d'autres donc, qui ne sont pas exprimés, on ne le voit pas dans le petit jeu vidéo, sur ces fameux besoins alimentaires du hamster. Et là, c'est aussi quand même un enjeu important parce qu'on est en train de tester en captivité on met en fait les hamsters dans la situation de la nature, c'est-à-dire on les nourrit avant l'hiver et au printemps avec que du maïs, s'ils sont dans un champ de maïs, que de blé ou des associations blé, luzerne, maïs, luzerne et lombric. Et on est en train de mettre en évidence des choses tout à fait importantes, donc je ne peux pas trop parler parce que c'est pas encore vraiment assuré, mais on est notamment en train de mettre en évidence que dans le maïs, il y aurait un gros problème de carence vitaminique. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. J'ai oublié des choses, Julie? C'est déjà bien. C'est déjà bien. Et de toute façon, on est là pour répondre à des questions voilà, s'il y avait donc besoin s'il y a des d'informations questions complémentaires. dans la salle. Mais du coup, j'ai encore quelque chose à raconter avant qu'il y ait des questions. Vas-y. Donc, je voulais juste expliquer donc, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait longtemps réfléchi pour mettre en place des outils pédagogiques. Et on a également souhaité rester un peu dans le traditionnel. Donc, en plus du jeu vidéo, nous avons réalisé un jeu de plateau, donc, que vous pouvez voir ici, et qui découle vraiment complètement du jeu vidéo. C'est-à-dire que les joueurs vont être dans la peau d'un hamster qui va devoir partir gagner des points de nourriture en répondant correctement à des questions. Et donc je crois après on voit un petit peu différentes cartes du jeu. Et puis faire face évidemment à différents dangers. Donc là on a eu la chance de pouvoir tester ce jeu le mois passé sur notre stand. Ça permettait de faire une petite transition, une petite attente en attendant que le jeu vidéo soit finalisé. Et on a une mascotte aussi qui fait partie c'est tout un lot d'outils pédagogiques. Et donc là, le hamster, effectivement, sur nos stands, c'est lourd à porter pour la personne. Il fait très chaud dedans. Mais il a été réalisé pour notamment ça plaît beaucoup aux enfants et aux adultes aussi qui font beaucoup de selfies. Et ça fait beaucoup venir vers le stand et c'est une bonne idée pour faire comprendre qu'il y a un stand. Ici, on est là, venez voir et c'est un très très bon outil. Et donc là, grâce à cette mascotte, justement, on a eu pas mal d'enfants qui sont venus jouer. Et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'enfants qui aiment beaucoup les animaux. Donc ils sont très motivés par le fait de venir jouer sur un jeu qui concerne une petite bête à poil. Et voilà, si on a eu aussi des enfants qui chez eux ont des hamsters de compagnie, un hamster domestique. Et en fait, c'était vraiment très très intéressant d'engager le dialogue avec eux parce qu'en fait, ils connaissent ce qu'est un hamster, mais ils ne savent pas ce qu'est un grand hamster. Donc on leur a expliqué qu'on en trouve ici en Alsace, des grands hamsters sauvages. Et puis en général, ils retournent voir leurs parents. J'ai une petite fille qui a été voir après sa maman. Maman, tu sais quoi, il y a un cousin de Wallace, donc je suppose que Wallace, ça devait être son petit hamster, qui existe en Alsace, mais attention, il est très sauvage, on ne peut pas le mettre en cage. Donc pour moi, j'ai trouvé ça très rigolo et c'était un bon moyen d'introduire le jeu. Et... Ça me fait penser à quelque chose, je vais t'interrompre, parce que j'ai oublié de vous parler d'un des points importants sur lequel travaille le CNRS. C'est l'idée de relâcher des hamsters en milieu semi-urbain. Ça s'appelle hamster en ville. Et c'est une idée qui peut apparaître saugrenue, mais qui est partie du fait qu'en Autriche, où il y a aussi la problématique agriculture et où il n'y a pas beaucoup de hamsters, et en fait, il y a des hamsters qui vivent en plein milieu de Vienne. Et ce qui m'a fait y repenser en t'écoutant, c'est que le public là-bas est fan de ces hamsters. Et dès qu'il y a un projet, des travaux, etc., ils envoient des messages à la ville pour dire attention, il y a nos hamsters, il faut les protéger. Et cette expérience montre qu'on pourrait vivre avec le hamster près de chez nous. Alors en Alsace, bien sûr, c'est compliqué parce que vous savez qu'il y a des mesures de protection. Normalement, s'il y a un intérieur de hamster découvert à un endroit donné, on n'a pas le droit de construire à tant de mètres autour. Donc pour une commune à accueillir cette idée
qu'on va essayer de participer et mettre des hamsters à proximité de la commune, ça peut bloquer après tout le développement de la commune. Donc on a des difficultés législatives pour faire avancer le projet, mais on pense que ça pourrait être aussi un beau projet. La population, pourquoi on n'aurait pas des hamsters dans son petit jardin qui pourraient vivre très facilement avec l'homme. Mis à part le fait que dans les jardins près de l'homme, il y a un prédateur redoutable qui est le chat. Et d'ailleurs, pour faire la transition, justement, le chat, c'est un de nos prédateurs qu'on a mis dans le jeu de plateau. Donc on peut le voir ici. Donc là, c'est complémentaire au jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, on n'a pas mis le renard comme carnivore. Et justement, ça me faisait penser à une anecdote. Sur un stand, on a eu une fratrie, donc 4 frères qui sont venus jouer. Et alors, il faut savoir qu'on a voulu rendre ce jeu de plateau interactif. On ne voulait pas que ce soit juste un jeu de questions-réponses. Donc en fait, les joueurs vont avoir la possibilité d'interagir entre eux, de s'aider ou s'handicaper, en fonction de l'évolution du jeu. Et là, dans la fratrie, donc, on a eu les 2 petits frères qui avaient complètement oublié que le but c'était de gagner le jeu. Tout ce qu'ils voulaient, c'était manger leur grand frère. Donc en fait, ça s'amusait à déplacer des prédateurs. Pour bien déplacer les prédateurs, il fallait quand même répondre à des questions. Donc ils étaient extrêmement concentrés pour aller manger le grand frère, qui s'est d'ailleurs fait manger par un chat à la fin du jeu. Voilà, donc tout ça pour dire que en mettant en place ces outils, on a essayé d'être le plus fidèle possible de ce qui se passe vraiment dans la vraie vie d'un hamster, de ce que tous les partenaires mettent en place pour l'aider, pour l'étudier. Et voilà, on espère que le jeu vidéo aura autant de succès que le jeu de plateau a eu pour l'instant, notamment auprès des enfants et aussi, pourquoi pas, auprès des adultes. On espère que vous pourrez passer un bon moment, en apprendre plus sur le hamster, sur la biodiversité, sur le projet. Voilà, et je peux que du coup vous inviter à aller sur donc il sera sur le site internet, sur la page Facebook, à le télécharger sur PC, tablette, Android, etc. Et voilà, je crois que je peux vous remercier pour votre attention. Et si maintenant il y a des questions, on peut aller aux questions. À part si tu as quelque chose. Voilà, juste qu'il y a aussi facilement accessible des sites sur Alister et les actions Alister avec des pages qui sont renouvelées par certains d'entre nous assez activement et où on voit un peu les dernières choses qui ont été découvertes. Et donc, allez-y. Vous verrez qu'on peut faire une recherche qui fait participer des gens aussi différents que des agriculteurs, des chercheurs, l'Office national de la chasse. Et c'est certainement que comme ça, en y associant les associations de protection de la nature et cette sensibilisation du grand public, on arrivera à sauver cette espèce. En tout cas chez nous. J'ai une petite question. On trouve des fouines en ville, le grand hamster pourrait s'adapter au milieu urbain? Alors, un des prédateurs majeurs du hamster, on pense que c'est effectivement la fouine, sans doute derrière le renard, mais enfin c'est difficile à évaluer. Et il y a beaucoup de fouines en ville, parfaitement raison. Et alors, merci de cette question, parce qu'elle me fait penser que j'ai oublié de dire quelque chose qui est en filigrane dans le jeu, mais qui peut-être est difficile à percevoir. Le plan hamster, ça fait des années qu'il existe en Alsace, et au niveau européen, les différents participants à la protection du hamster sont obnubilés, les politiques aussi d'ailleurs, sur le problème de la prédation. C'est-à-dire, et notamment quand on relâche à grands frais des hamsters qui ne sont pas trop adaptés à la nature, puisqu'ils n'ont jamais connu que la captivité, la première chose qui se passe, c'est qu'ils se font manger. Par les renards, par les chats, par les fouines, par les buses et même des fois des faucons cresserelles. Mais en fait, nous, ce qu'on pense très fortement, et c'est montré un peu dans le jeu, c'est qu'il y a un problème alimentaire et que toute espèce de rongeur se fait manger, c'est naturel. Et les populations arrivent à se maintenir parce qu'elles ont une très forte capacité de reproduction. Et si on arrive à redonner aux hamsters des capacités de reproduction normales, normalement dans la nature, avant, les hamsters faisaient 3 portées, des portées qui peuvent aller jusqu'à 8. Et là, il peut y avoir toute la prédation que vous voulez, il va s'en sortir. Donc, quand bien même en ville, il pourrait y avoir, et c'est le cas à Vienne, des prédateurs, si les conditions font que les capacités de reproduction reviennent à un niveau normal,
Ce n'est plus un problème pour le hamster. Tout rongeur est soumis à la prédation. Regardez le campagnol, etc., ils s'en sortent très bien. Si je peux juste compléter du coup par rapport à la fouine en ville, ça c'est aussi la fouine, c'est un mustélidé, un carnivore mustélidé qui a des grandes capacités d'adaptation, donc qui va pouvoir se trouver dans beaucoup d'endroits et qui aime également la proximité avec l'homme. Donc voilà, on en trouve plus facilement vers chez nous. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que la fouine, ça mange des rats, beaucoup de rats. En fait, c'est sa proie favorite, en ville. S'ils viennent en ville, c'est pour les rats. Que le rat est un compétiteur du hamster. Donc la fouine peut être finalement copine, le hamster peut être finalement copain avec la fouine indirectement. Et tout ça c'est compliqué, on s'aperçoit aussi. Exactement, on s'aperçoit aussi là dans un enclos de semi-captivité où on a des hamsters et où il y a de la faune qui vient, la petite faune qui vient, et notamment des rongeurs, que comme on les nourrit artificiellement un peu, on avait beaucoup de mulots et de souris ce printemps dans cet enclos. Et à partir du moment où les hamsters ont émergé, c'est-à-dire au printemps quand ils sortent de leur terrier, il y a eu une disparition radicale des mulots et des campagnols qui étaient dans... Donc pour l'agriculteur, le hamster peut être un moyen de réguler les populations de rongeurs. C'est une hypothèse. Combien a coûté la conception de ce jeu et quelle a été la part des financements européens ? Alors du coup, le jeu, ça a été un peu moins de 20 000 €. Et les financements, donc c'est comme ça qu'un live fonctionne, l'Europe finance à hauteur de 50%. Le reste ? Et l'État. Oui, j'attendais qu'il pose la question par la suite. Donc l'Europe 50%, l'État c'est à peu près 40%. Et le reste, après, c'est chaque partenaire qui finance sa part. Vous avez fait une étude de marché préalable, vous savez combien de téléchargements vous espérez ? Alors un maximum, on espère justement, c'est pour ça qu'on a souhaité faire un lancement vraiment officiel avec votre présence, d'ailleurs merci. Donc on va voir, on pense qu'il va y avoir certainement au début une assez forte connexion. Alors le nombre, je ne sais pas, Valérie si tu peux. On verra par la suite, j'ai pas d'estimation, mais après ce que j'ai un peu peur c'est qu'on ait beaucoup de téléchargements au début, après pourquoi pas que ça s'essouffle un peu, donc on va essayer quand même de toujours maintenir un peu la communication dessus. Nous en tant que GEPMA on va tenir souvent des stands de sensibilisation pour faire connaître, histoire qu'on ait toujours une quantité maximum de personnes et qui perdure dans le temps en fait. Et pour répondre aussi à votre question, oui. Il est clair que pour le GEPMA, c'est pour nous nécessaire de savoir quel est le retour, combien de gens sont touchés, mais c'est aussi, dans la conception même d'un Live Plus, il y a toute une partie évaluation. Et dans cette partie évaluation, pour le Live, qui finance une partie, il est bien sûr nécessaire de pouvoir évaluer l'impact sur le public. Il donne des sous, mais il faut que ça serve à quelque chose. Il y a une obligation de moyens dans les Live Plus, et c'est quelque chose de fondamental, bien sûr, d'évaluer ça. Et puis on a vraiment mis nous en place un maximum pour que ce soit diffusé. Donc le jeu est gratuit, il est téléchargeable sur plusieurs supports. Donc on a vraiment essayé pour qu'il y ait un maximum de personnes qui viennent et puis voilà, qui apprennent sur le projet le hamster. Est-ce que le jeu de plateau sera accessible un jour à la vente ? Alors pour le moment on a réalisé 2 exemplaires. Le but c'est pas du tout une commercialisation du jeu, c'est vraiment de créer l'outil. Par contre nous, notre association est basée à Strasbourg et on peut tout à fait après le mettre à disposition à des structures, à des écoles, à des particuliers, pourquoi pas gratuitement pour faire tester le jeu chez soi ou auprès de publics scolaires. Sachant que l'accès au jeu par internet est gratuit aussi, bien sûr. Quand vous dites que vous avez cherché de nouveaux outils pédagogiques, c'est parce que vous êtes rendu compte que vous étiez un petit peu limité sur vos précédentes actions, vos autres actions en public ? Non, alors en fait c'est pas ça, c'est parce qu'en fait donc sur le hamster, en fait le projet LIFE est complémentaire d'un autre projet qui est le plan national d'action. Qui est en place actuellement. Et dans ce plan, il y a eu déjà des outils pédagogiques qui ont été créés, donc une malle pédagogique. Donc en fait, on ne souhaitait pas faire des outils redondants, on voulait faire vraiment quelque chose de nouveau et de complémentaire.
Donc voilà, dans cette malle, en fait, ça va être essentiellement un petit peu des jeux de rôle et des jeux de cartes. Voilà, donc il n'y avait absolument pas cet aspect jeu vidéo ni jeu de plateau comme nous on l'entend. C'était ça surtout qui nous limitait. C'est bon, c'est un développement, et puis il faut réactiver tout le temps des nouveaux supports, quoi. Est-ce que vous savez le nombre de grands hamsters en Alsace qui ont eu des comptages récemment? Alors, ce que je peux dire, c'est qu'on estime, pour que la population soit viable, qu'il faut qu'il y ait à un endroit donné, hein, à peu près 1 millier de hamsters. Et les chiffres actuels sont inférieurs. Et c'est bien pour ça que l'Europe nous presse pour agir. Et cette année, les comptages ont été relativement mauvais. Mais bon, il ne faut pas forcément s'alarmer et dire que nos actions et les actions à la fois du plan d'action et dans le cas d'Alistair n'ont pas d'effet, parce que bon, les populations de rongeurs font toujours des cycles, hein. Sur les 3 dernières années, pour la première fois, on a eu des communes où il y a eu de nouveau des terriers de hamsters détectés, ce qui n'était pas arrivé depuis des décennies. Hein, depuis des décennies, inexorablement, les communes où on trouve des terriers diminuent, leur nombre diminue, les populations diminuent dans chacune de ces communes. Et là, je ne sais plus si c'est l'année dernière ou l'année d'avant, tu me corrigeras si tu te souviens, il y a eu au moins 2 nouvelles communes où des terriers sont implantés. Mais bon, la situation est difficile, hein, sachant que, comme on a essayé de vous l'expliquer, le principal enjeu, c'est le mode agriculture. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Alors, il y a des détracteurs du projet, même parmi les naturalistes, hein, qui disent oui, mais cette espèce, elle n'est pas en danger à l'échelle de l'espèce, puisqu'il y en a dans d'autres pays. Moi, je répondrais que, premièrement, dans ces autres pays, même ou dans les confins est de l'Europe, la situation se dégrade rapidement, parce qu'ils se mettent à une agriculture industrielle comme chez nous. Et puis, l'autre idée, c'est que peut-être on a commencé trop tard pour qu'on arrive là rapidement à une situation où la population réaugmente. Mais le fait qu'on sache faire se reproduire ces animaux en captivité nous donne une espèce de bouée de sauvetage. Alors on espère tous qu'on ne va pas en arriver là, hein, pour pouvoir espérer un jour, dans des paysages plus favorables, avoir une population de hamsters et toute la biodiversité de la plaine qui reviennent. Parce que l'enjeu, il est là, hein, encore une fois, ce n'est pas le hamster chez nous, c'est avoir une agriculture qui permette à la petite vie sauvage de plaine de survivre. Est-ce qu'on est pour la grosse amende qui menace la France Eh bien, c'est bien parce qu'il y a cette épée de Damoclès que à la fois la France, c'est-à-dire le ministère de l'Environnement, au niveau local, les régions ou les DREAL, hein, qui sont les antennes du ministère de l'Environnement dans chaque département, on dit il faut faire quelque chose. Et ce qui m'a particulièrement plu en tant que chercheur, c'est qu'à côté du plan d'action, où c'est vraiment, on va dire, plutôt centré sur des actions à court terme, il y a dans ce projet de la Alistair l'injection d'une bonne part de recherche et d'essais d'innovation. La France n'a pas encore payé. Non, parce que imaginez que c'est l'Europe qui nous menace d'une amende et que dans le même temps, l'Europe paye la moitié du projet la Alistair. Donc en fait, l'Europe, et bon, c'est un des beaux côtés de l'Europe, il faut quand même le constater, hein, essaye de nous pousser, de nous stimuler pour faire quelque chose. Et on a eu la personne responsable au niveau de l'Europe de l'environnement qui est venue nous voir, qui est venue visiter les différentes actions et qui a eu ce message. Mais vous savez, nous, ce qu'on veut, c'est que vous fassiez une agriculture durable. Pour la population. Vous dites l'Europe, vous parlez de la Commission européenne. Oui. Donc je pense qu'on est tous un peu en phase vers la bonne solution. Et les détracteurs, ils auront peut-être raison, peut-être qu'on ne va pas y arriver à temps,
Mais rien n'est perdu et surtout, je pense qu'il faut insister sur cette idée que on ne s'en sortira pas si on ne change pas un peu nos modèles de développement au niveau, je vais me limiter à l'agriculture, au niveau de l'agriculture. Bien. Et sinon, si je peux juste compléter là sur votre question tout à l'heure, pour compléter, en fait, les populations, elles sont estimées, il y a des comptages des terriers. Donc, en fait, c'est l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui coordonne cette prospection. Donc, ce n'est pas un comptage exhaustif, ça donne une approximation, mais on estime voilà, qu'il compte au printemps qu'un terrier, c'est un individu, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, les individus hibernent, donc c'est quand il sort en hiver, après l'hiver, pardon. Et c'est comme ça qu'on estime à peu près les populations. Donc on est en sous-estimation parce qu'on ne peut pas tout prospecter. Voilà, et si vous voulez, du coup, vous pouvez voir un peu leur bilan sur leur site, hein, donc ONCFS. Une des difficultés, c'est qu'il faudrait faire 2 comptages en l'année. Ce comptage de printemps avant que la végétation recouvre, parce que là on est efficace pour détecter les terriers. Mais il faudrait en refaire un plus tard pour évaluer le succès reproducteur. Parce qu'évidemment, normalement, la population pendant l'été devrait augmenter d'un facteur 10. Hein. Mais ça, c'est très difficile à faire pour des raisons logistiques et puis parce que voilà, il y a une couverture végétale plus importante. Et c'est en automne qu'il fait ce comptage. C'est au printemps. Non, c'est au printemps. C'est à la sortie d'hibernation. C'est à la sortie d'hibernation quand on sait qu'un terrier, c'est un hamster. Généralement un hamster, voilà, après l'hiver. Sauf qu'effectivement, après, comme il y a la saison de reproduction, il devrait y avoir plus de hamsters par la suite. Pour que les populations soient viables, il y a eu 2 études de modélisation qui ont été faites sur la base de populations saines de l'Est de l'Europe. On estime qu'il faudrait qu'il y ait 3 apportés par an, de 5 petits. Or, ça fait des années qu'en Alsace, on n'en a plus que 2. Et donc, on insiste sur ce côté-là. Ce qu'il faut, c'est arriver à améliorer leur reproduction. Dans le jeu, ils se reproduisent. Alors dans le jeu, en fait, donc le hamster, c'est vrai que c'est un mâle. C'est pour simplifier les choses, pour éviter d'avoir à traiter de l'élevage des jeunes. Par contre, comme je vous l'ai dit, on essaie de respecter au maximum la vraie vie d'un hamster. Donc 1 mois égale un niveau. Donc au fur et à mesure des mois, on s'adapte avec ce que le hamster trouverait en vrai. Donc pendant la saison des amours, il doit effectivement trouver une petite femelle, histoire d'avoir un petit peu de boost dans son jeu par la suite. Voilà. Donc ils cherchent une femelle. Dans le jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, Voilà. il cherche une femelle et s'il la trouve, il a droit à des points. C'est un avantage, ça va évidemment. renforcer son compte, hein, ce qui exprime le fait que pour lui, c'est bien. Mais effectivement, je pense qu'il aurait fallu injecter un peu plus d'argent pour faire la partie femelle, qui est beaucoup plus compliquée avec d'autres enjeux, effectivement. C'est autre chose, quoi. C'est vraiment s'il fallait gérer Le la bon prise de moment où elle nourriture, sort l'élevage. de l'hibernation, elle a bien géré ses réserves accumulées dans le terrier pour être bonne allaitante, le nombre de jeunes, la fragilité des petits aux sorties du terrier qui vont se retrouver confrontés à des prédateurs différents, éventuellement plus de prédateurs que les adultes, etc. Peut-être qu'on fera évoluer ce jeu, mais c'est vrai que la partie femelle n'a pas été faite parce que c'était plus compliqué. Combien de mois et combien de niveaux du coup? Pardon? Donc ça de mars à octobre. Et donc un mois et voilà, 1 mois égale un niveau. Forcément, puisqu'après, comme l'hiver il dort dans son terrier, c'était moins intéressant à traiter. Et donc on gagne si on arrive à réhiberner? Tout à fait, c'est ça. En fait, il faut gagner assez de nourriture chaque mois, en faisant face aux différentes difficultés qui se rajoutent au fur et à mesure des mois, pour pouvoir passer l'hiver tranquille. Et on cumule un score, c'est-à-dire qu'on peut améliorer, on peut recommencer le jeu une fois qu'on a réussi à hiberner? Non, après, une fois que les niveaux sont passés, c'est la fin du jeu. Par contre, après, effectivement, il y a différents niveaux de difficulté. Donc le joueur pourra tester, s'amuser plusieurs fois. On peut créer aussi plusieurs profils. Donc voilà. Donc il n'y a pas de score, c'est juste de la survie. C'est de la survie, voilà. Mais c'est des scores par niveau en fait. En fait, dans le jeu, la partie hibernation n'est pas traitée, mais on ne sait pratiquement rien au niveau scientifique sur
l'hibernation du hamster en milieu naturel. Bon, en conditions de laboratoire, ils sont étudiés depuis longtemps par des équipes du CNRS qui travaillaient sur l'hibernation. C'est-à-dire grâce à ça qu'on sait les reproduire en captivité. Mais il y a plein de questions sur leur hibernation. Il y a une étude actuellement où on essaye de relier la masse des hamsters depuis 50 ans, puisque les hamsters étaient prélevés, pesés, qui semble indiquer que en fait, la masse, donc le poids des hamsters au moment où ils sortent de l'hiver, n'arrête pas de diminuer depuis 50 ans. Et c'est très corrélé à la pluviométrie hivernale. Parce qu'en fait, avec ce qu'on appelle le global change, une chose dont on parle rarement, c'est les précipitations. Les précipitations moyennes en Alsace sur 50 ans, elles n'ont pas beaucoup évolué, mais elles ont beaucoup augmenté en hiver. Et le hamster, très certainement, comme toutes les espèces d'animaux hibernants, est une espèce adaptée au froid, à la neige. Et s'il pleut plus, pour des raisons qu'on ignore encore, est-ce que c'est parce que du coup, au niveau thermorégulation et économie d'énergie pour conserver sa chaleur, quand il est mouillé, c'est plus compliqué? Ou est-ce que c'est parce que quand le terrier est mouillé, ses réserves pourrissent? Et notamment si c'est du maïs, on a une piste là-dessus, parce qu'apparemment le maïs se conserve beaucoup moins à l'humidité que le blé. En fait, on a plein de questions qui peuvent être fondamentales pour expliquer les causes de mortalité en hiver et puis la faible reproduction après. Mais bon, voilà, on n'a pas pu les aborder dans le jeu parce que voilà, malheureusement, on n'y connaît encore pas grand-chose sur le hamster dans la nature. Ok, écoutez, merci. On va achever cette vidéoconférence. Donc, je remercie Julie Roux et Yves Hendrick d'avoir donné toutes ces informations. Je rappelle donc que le jeu est d'ores et déjà téléchargeable donc gratuitement sur le site du Grand Hamster. Pour les applications, elles seront disponibles dans quelques semaines. Il y a toujours un petit délai pour que ce soit validé. Donc là aussi, on aura une petite information qui sera mise à la fois sur le Facebook et sur le site internet pour vous dire ça y est, vous pouvez télécharger votre application. Par ailleurs, comme c'était dit, le jeu va pouvoir évoluer avec des fiches supplémentaires qui pourront être ajoutées au fil du temps sur le jeu et qui seront également téléchargeables sur le site internet. Et puis, pour terminer, cette opération a été réalisée donc, par Sous le signe du Capricorne, mais en collaboration avec les blogueurs d'Alsace, qui ont assuré la partie technique et promotion de l'événement. Et puis, le jeu est une réalisation donc, de Mathieu Nives. Merci beaucoup et puis n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook et sur le site internet. Oui, vous pouvez continuer parce qu'il faut qu'on coupe à un moment donné.